Bonjour à tous et bienvenue à cette émission échange que nous présentons depuis New York aux États-Unis. Une émission qui recevra le professeur Yalengi. Nous avons fait avec lui 2 émissions en Lingala où il a expliqué un certain nombre de choses, mais nous avons estimé intéressant d'offrir cette émission également à ceux qui ne parlent que français, parce que ce qu'il a dit dans les 2 précédentes émissions de 1 heure chacune, autrement dit 2 heures d'émission, semble être tellement intéressant que l'intelligence adéquate voudrait que nous partagions avec nos amis francophones cette émission. Et lorsque mon anglais sera assez fluent, comme on dit ici, je pense que je serai heureux de présenter une telle émission en anglais pour élargir l'audimat. Bonjour professeur Yalengi. Bonjour mon frère Kevin Maïzo, bienvenue à New York. Merci beaucoup. Dans les 2 précédentes émissions qu'on a fait en Lingala, vous aviez parlé du dossier rwandais par rapport à la République démocratique du Congo. Oui. Et vous avez eu des mots assez durs. Hein? Vous avez qualifié le Rwanda des virus. Oui. Et j'ai trouvé intéressant de préciser que lorsque vous dites le Rwanda virus, cela ne veut pas dire que les Rwandais sont des virus, mais vous prenez les contenus par les contenants, c'est-à-dire le gouvernement Kagame ou la bande des hégémonistes rwandais qui ont un projet hégémoniste au Congo. Pourquoi les avez-vous qualifiés des virus? Parce que nous avons fait des recherches ici pour découvrir que le Rwanda, ces petits Rwanda-là, ne contrôle pas seulement la République démocratique du Congo, mais que le Rwanda ou les Rwandais ou les Rwandais Tutsi contrôlent aussi l'Ouganda. Nous avons découvert un document ici aux États-Unis, un document qui faisait partie des documents que les chercheurs avaient présentés au tribunal d'Arusha sur le génocide rwandais. Il y a un document qui s'intitule en anglais « The Truth Behind the Rwanda Tragedy », c'est-à-dire la vérité derrière la tragédie rwandaise. On n'a pas encore traduit ça en français, nous comptons traduire ça. Et ce document avait été écrit par M. Remigius Kintu, un Américain d'origine ougandaise. Évidemment, c'est un document officiel qu'il dit, il a préparé à la demande et il a présenté ça au tribunal du Rwanda pour les Nations Unies à Arusha, Tanzanie. Document qui a été écrit au mois de mars, le 20 mars en 2005. Dans ces documents, nous avons découvert que le Rwanda, ou les Rwandais Tutsi qui contrôlent le Rwanda aujourd'hui, faisait partie du groupe des Rwandais et de leurs moimis ou rois qui étaient partis en exil en 1957 et 58-59 lorsque les Hutus s'étaient soulevés et lorsque la Belgique, qui à ce moment-là administrait le Rwanda-Urundi, avait proposé un référendum. Ces Tutsis-là qui sont partis. Ça s'appelle la révolution sociale Hutu de 1959, je crois. Ouais. C'est connu sous ce nom-là. Ouais. Alors, ces Rwandais Tutsis qui sont partis en Ouganda, ils avaient juré qu'ils feraient tout pour d'abord arracher l'Ouganda des mains des Ougandais et qu'après, ils vont rentrer, reprendre le Rwanda des mains des Hutus et puis essayer de les éliminer en masse. Et après, ils iront prendre le Congo-Zaïre et finalement pour prendre la Tanzanie. Mais le paragraphe qui nous intéresse et que je peux lire ici très vite, que j'ai utilisé, c'était le paragraphe où ces Rwandais, Tutsi qui étaient partis, où c'est en Ouganda, ils avaient non seulement promis d'accomplir ce qu'ils avaient décidé de faire, mais dans ce document, ils disent qu'ils voulaient faire de tous les Bantous de l'Afrique centrale leurs serviteurs et leurs esclaves. Voilà. Donc, dans je lis la phrase qui nous intéresse, à part le fait qu'ils ont dit que disons, Tutsi High Command frequently discussed plans to invade Rwanda after they have taken over Uganda. Ils avaient des plans pour
après qu'ils auraient pris l'Ouganda, ils vont rentrer pour prendre le Rwanda. After that, Congo Zaïre was next and be followed by Tanzania in that order. Donc après ça, ils vont prendre le Zaïre d'abord et puis la Tanzanie. Mais alors ils disent que among the objective was to eliminate and or reduce the numerical superiority of Hutus through mass killings and any other means to wipe out the Nilotics of northern Uganda, who they called Obusuro, little animals, and turn all other Bantu tribes into a controlled mass of servants and slaves. Traduction. Ça dit que, et puis ils voulaient faire de tous les Bantous, des tribus Bantous, c'est comme une masse qu'ils vont contrôler et qu'ils vont faire des serviteurs et des esclaves. Ça, c'est l'objectif de ces Rwandais Tutsi dont fait partie Paul Kagame aujourd'hui. Et l'une des découvertes que nous avons faites, c'est que la personne qu'on connaît par le nom de Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis 1986, nous avons découvert qu'il n'est pas ougandais, bancolais, mais qu'il est rwandais Tutsi. Né à Butare, au sud du Rwanda, faisait partie de ce groupe qui était parti en exil en Ouganda et que lui, il avait changé de nom pour s'infiltrer et puis mener à bon port leur plan pour arracher l'Ouganda des mains des Ougandais. Lui, il s'appelle Yoseri Tubuhaburua. Ça, c'est son nom rwandais. Yoseri Tubuhaburua. Donc né au Rwanda, en fait. Né au Rwanda à Butare. Il n'est pas ougandais. Il avait adopté la langue des gens qu'il avait reçus au sud de l'Ouganda, les Bankolais. Alors, mais ils ont infiltré, selon leur plan, ils ont arraché l'Ouganda des mains des Ougandais. Et puis après, ils sont rentrés reprendre le Rwanda des mains des Hutus. Et puis, maintenant, ils ont pris le Congo Zaïre. Alors, puisque le Rwanda est petit, donc par rapport à l'Ouganda et au Congo, le Rwanda est comme un virus qui descend, qui détruit, qui tue un cochon comme l'Ouganda ou un éléphant comme le Congo Zaïre. Voilà pourquoi nous appelons le Rwanda virus. Bon, moi, pour nous ici, moi en tant que chercheur aux États-Unis d'Amérique, moi je ne fais pas de différence entre Rwandais Tutsi, Rwandais Hutu, Rwandais extrémiste ou Rwandais qui n'est pas extrémiste. Parce que depuis que j'ai fait mes recherches, je n'ai pas trouvé un Rwandais qui dénonce le génocide ou l'occupation du Congo par Paul Kagame. Je n'en ai pas trouvé. Et puis, il faut que nous disions ici que le poison que ce virus Rwanda utilise pour non seulement arracher le contrôle d'un grand pays comme l'Ouganda ou comme le Congo Zaïre, des mains de ces Bantous dont ils disent qu'ils vont les faire d'eux de leurs serviteurs ou leurs esclaves, le poison nous l'appelons Ubwenge. Disons, c'est eux qui l'appellent comme ça, Ubwenge. Qu'ils appellent Ubwenge. Comment expliquez-vous ce terme Ubwenge? Ce terme Ubwenge, c'est un terme qui... bon, d'abord, nous utilisons des documents que les Rwandais eux-mêmes ont écrits. Dans notre livre que nous appelons, que nous utilisons pour l'opération Bolumbu, le livre... Mettez-les à nu, hein? Bolumbu, ouais. C'est-à-dire mettez-les à nu. Bolumbu, c'est mettez-les à nu, c'est-à-dire que pour essayer... non seulement essayer de faire en sorte que nous enlevions l'identité congolaise que les Rwandais ont habillés pour maintenant se faire passer pour des Congolais et au Congo et ailleurs. Dans ces livres, nous mettons deux documents de deux Rwandais qui ont parlé de leur culture d'Ubwenge. Un document a été écrit par un Rwandais qui est en France, Gaspard Moussabimana. Il a quand même un blog qui est assez lu. Oui, oui, et il avait écrit un document sur ce qu'il appelle la culture du mensonge au Rwanda en 2009,
le 1er octobre 2009. Dans ce document, il définit leur culture du Bwenge. Il dit ceci. Il dit la culture du mensonge dite Bwenge est au Rwanda un fait culturel indéniable. Les relents de cette culture sont observables même aujourd'hui. Ce terme n'a pas d'équivalent en français. Il combine à la fois les mots français, intelligence, mensonge, ruse, malignité, duplicité, dissimulation et fourberie. Donc c'est ça le poison qu'utilise le Rwanda, à part cet aspect de tuer les gens comme eux-mêmes ils appellent ça comme des cafards, donc ils n'ont pas de problème pour tuer même des petits-enfants, mais ils utilisent ce Bwenge-là pour donc non seulement tromper, contrôler, manipuler, rouler comme dans la farine, c'est la totale. Exactement, c'est pour cela que ça comprend tous ces documents, tous ces mots en français là. Mais ce qui est encore pire, c'est que pour ces Rwandais, et ils disent que les Blancs, les Européens, ils ont la connaissance, mais ils ne sont pas intelligents. Celui qui disait ça, c'est l'un des grands philosophes des Rwandais, Monseigneur Alexis Kagame, qui écrivait en 1956, je vais lire ici ce qu'il avait écrit, il dit ceci, il dit, les Blancs ont la connaissance, mais ils ne sont pas intelligents. Ça, c'est Monseigneur Kagame qui dit ça. C'est-à-dire pour eux, leur culture du mensonge plus, c'est une science que le Blanc n'a pas. L'Européen n'a pas ça. Antoine Nyetera, qui aussi est un prince touche, qui avait écrit aussi un document sur cette culture dont il avait titré « Éducation au mensonge et de la calomnie au Rwanda ». Un prince Tutsi, Antoine Nyetera, lui, il parle, il décrit ce que le FPR de Paul Kagame, comment ils ont utilisé cet aspect du Bwenge pour rouler dans la farine, même les Européens lors des négociations d'Arusha en Zambie. Non, Arusha, pardon, en Tanzanie. Alors, je vais lire la dernière phrase où Prince Nyetera dit ceci. Il dit qu'à la fin, le plus gros mensonge du FPR de Paul Kagame a été de faire croire à la communauté internationale sa volonté de participer aux négociations et à l'accord de paix d'Arusha et le partage démocratique du pouvoir par la voie des urnes. La communauté internationale, les gouvernements étrangers appelés les facilitateurs, consentirent de fortes sommes d'argent pour soutenir ces négociations. Les FPR, quant à lui, ne voulaient pas l'aboutissement des 10 accords. Mais, utilisant au Bwenge, les FPR de Paul Kagame a fait croire à la communauté internationale qu'ils voulaient cet accord de la paix. C'est-à-dire que les Rwandais, Kagame et consorts, ont utilisé le Bwenge pour même tromper, manipuler, rouler dans la farine et la communauté internationale et les facilitateurs et tout le monde qui donnait leur argent pour qu'on aboutisse à la paix au Rwanda. C'est-à-dire que même lors du génocide du Rwanda, même lors de l'attaque du Congo, les Rwandais, Paul Kagame, Yosei Tubuhaburua, que vous appelez Yoweri Museveni, ils ont utilisé le Bwenge pour rouler dans la farine et les Américains, les Anglais, les gens qui les supportaient, et leurs propres compatriotes qui étaient restés au Rwanda, les Hutus et les Tutsis. Parce qu'ils ont trompé même les Tutsis qui étaient restés au Rwanda, en leur disant que nous sommes là pour que nous puissions rétablir la démocratie. Or que quand Paul Kagame est venu au Rwanda, il a même demandé aux soldats, aux Tutsis qui étaient avec lui, de tuer même les Tutsis au Rwanda. Les liquider, ils disaient que parce qu'ils étaient restés ici, ils restaient avec des Hutus, considéraient tout le monde comme des Hutus, tuer tout le monde. Ça, c'est Paul Kagame. Donc, pour nous, Rwanda, c'est un virus. Rwanda est petit. Et Rwanda tue
et occupe un grand pays comme l'Ouganda, et Rwanda occupe et maintenant continue de tuer des millions chez nous au Congo, où ils ont tué 12 millions. Donc, c'est parce que le Rwanda est un virus et ils utilisent un poison. Ce poison-là, c'est le Bwenge qu'ils utilisent même contre nous, les Bantous. Comme ils ont juré qu'ils vont faire de tous les Bantous, des tribus Bantous, leurs serviteurs ou bien leurs esclaves. Ils ont fait ça en Ouganda, ils ont fait ça au Rwanda, ils continuent de faire ça au Congo. Et nous, les Congolais, nous devons nous battre aujourd'hui si nous ne voulons pas subir la même situation, connaître le même sort que les Ougandais et les Hutus, les Bantous du Rwanda, les Hutus au Rwanda. Alors, les Rwandais, dans ce que vous dites, ont réussi à embrigader dans ces projets certaines grandes puissances, dont les États-Unis, en utilisant sûrement le Ubwenge dont vous parlez. Les États-Unis qui ont quand même une histoire assez particulière avec le Congo, parce que là, vous êtes en train de mener deux luttes. La première lutte, c'est la déconstruction de l'identité que les Rwandais ont usurpée en se faisant passer pour les Congolais. Et la deuxième lutte, c'est faire en sorte que l'histoire du Congo réel soit connue. Certains Congolais reprochent aux États-Unis d'être derrière le Rwanda dans ce qui se passe au Congo. Alors, quel rôle, parce que dans une des émissions, vous avez affirmé haut et fort que ce n'est pas le roi Léopold II qui a créé le Congo, mais c'est plutôt, à travers la conférence de Berlin, mais c'est plutôt les États-Unis. Qu'est-ce que vous avez comme argument pour étayer la thèse que vous avez émise? Oui, bon, évidemment, c'est question de faire des recherches. J'avais dit la première fois... Vous-même, ce n'est pas une thèse, c'est peut-être des faits. Ce sont des faits, ce sont des faits scientifiques. Ce n'est pas une thèse, mais c'est des faits scientifiques. Ce sont des faits scientifiques. Donc, il s'avère que nous, les Congolais et les Belges, on nous avait caché l'histoire vraie du Congo, État indépendant du temps de Léopold II, 1884 à 1908. Cette histoire-là, on ne connaît pas. On ne connaît même pas comment le Congo est arrivé à être aussi grand qu'il est aujourd'hui. Je peux seulement citer brièvement quelques dates. C'est-à-dire que le Congo que nous connaissons aujourd'hui, la première personne à avoir sillonné ces territoires, c'était Stanley. Mais Stanley, qui était un Anglais, qui finalement s'est naturalisé américain, il était parti au Congo d'abord en 1867. Donc, bien avant la conférence de Berlin. Bien avant la conférence de Berlin. En 1984, novembre, jusqu'en 1985. Oui, lorsque un journal des États-Unis, ici à New York, nous trouvons, New York Herald, l'avait... Nous sommes à 50 mètres du siège du New York Times. New York Times, exactement. Alors, il l'avait engagé pour qu'il aille à la recherche du docteur David Livingstone, qui était parti pour chercher la source du Nil. Et puis, lui, Stanley, quand il est parti, bon, on avait appris dans l'histoire qu'il avait rencontré le docteur David Livingstone à Ozizi le 11 octobre 1871 à Ozizi. Ça, on avait appris ça dans l'histoire. Mais ce que les Congolais ne savaient pas, c'est que quand Stanley est parti d'abord au Congo, il avait amené le drapeau des États-Unis d'Amérique, pas de la Belgique. À ce moment-là, d'ailleurs, il ne connaissait pas, bon, il n'avait aucun rapport, aucune relation avec Léopold II. Oui. Après ça, il est reparti en 1874. Ça, c'est le deuxième voyage de Stanley au Congo. Cette fois-ci, pour qu'il aille sillonner, d'abord chercher la source du fleuve qu'il avait trouvé lorsqu'il avait rencontré David Livingstone, dont il appelait Lualaba. Alors il est parti là-bas, il avait commencé à la source du Congo, il a suivi Lualaba jusqu'au nord, et puis il a vu que le fleuve avait tourné pour descendre vers le sud, donc s'il a découvert, il a parcouru tout le long du fleuve Congo jusqu'à l'embouchure avec l'océan Atlantique. Quand il était parti encore pour la deuxième fois, c'était avec le drapeau des États-Unis d'Amérique, avec le drapeau de l'Angleterre.
Mais la Belgique n'était pas encore là. Léopold II n'était pas encore dans ce programme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Stanley a terminé ce deuxième voyage, il est parti en Angleterre, aux États-Unis et puis en Angleterre, donner les rapports. Mais tout ce qu'il avait découvert, les Anglais n'ont pas voulu prendre ça au sérieux. Léopold II en a eu vent de cela. Il avait invité Stanley à Bruxelles pour lui demander d'aller encore sillonner le fleuve Congo et puis essayer de prendre des contrats avec les rois, les chefs de village, les chefs de tribus, tout le long du fleuve, parce que lui, il voulait créer une action bénévole le long sur tout le bassin du Congo. Le roi Léopold II avait une ambition pour qu'il ait une colonie. Mais la Belgique n'en voulait pas. Pourquoi la Belgique n'en voulait pas? La Belgique n'en voulait pas. D'abord, les Belges n'étaient pas intéressés pour avoir une colonie. Ils étaient un petit pays. Ils n'avaient aucune marine qui sillonnait les océans. Ils n'avaient pas une armée qui pouvait aller partout pour aller se battre pour conquérir des territoires. Donc les Belges n'en voulaient pas. Léopold II avait l'ambition, mais il n'avait pas une marine. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Stanley pour la 3e fois maintenant. Stanley va partir pour les comptes de Léopold II de 1879 jusqu'à 1884, donc juste avant la conférence de Berlin. Quand il est parti maintenant pour les comptes de Léopold II, il est parti, il a pris des contrats avec les chefs du village. Il y en a à qui il menaçait, il y en a qui le brutalisait. Il avait utilisé tout le moyen pour leur arracher des contrats. Ils signaient des accords pour que Léopold II allait les protéger. Maintenant, quand il a amené tout ça chez le roi de Belge, dans l'entretemps, le roi de Belge, sachant qu'il n'avait aucune marine, il n'avait aucune armée, c'est-à-dire il ne pouvait pas contrôler le territoire, un territoire au centre de l'Afrique, il avait envoyé un émissaire ici aux États-Unis pour rencontrer le président américain Chester Arthur, qui, le 22 avril 1884, c'est-à-dire 6 mois avant la conférence de Berlin qui s'ouvrira au mois de novembre à Berlin. L'émissaire a demandé au président américain, il lui a présenté d'abord le projet de Léopold II, que nous voulons créer au centre de l'Afrique un État libre et indépendant où tout le monde peut aller là-bas, faire le commerce, faire quoi que ce soit, les missionnaires peuvent aller là-bas. Donc ce sera un État indépendant au centre du Congo qui n'appartiendrait pas à une puissance extérieure. Le président américain, qui avait aussi en tête l'idée d'essayer de renvoyer les Noirs américains en Afrique, comme on avait renvoyé d'autres au Libéria, on avait créé un État là-bas, lui aussi il avait accepté cela. Alors qu'est-ce que le président américain a écrit? Il a écrit un document qui reconnaissait le drapeau de l'association du Congo, l'association comme le drapeau d'un pays, un État ami. Nous mettons à la disposition de cet État notre armée et notre marine pour défendre cet État. Et pendant déjà la période qu'il réfléchissait à comment peut-être envoyer les Noirs en Afrique, il y avait déjà un Américain, un historien et un pasteur du nom de George William Washington. George Washington Williams. Qui était parti déjà au Congo faire des recherches. Non, le George Washington Williams va partir après. Ah, ok. Il va partir en 1889. C'est-à-dire presque 5 ans après la conférence de Berlin. Voilà. Ouais. Parce qu'il avait entendu déjà qu'il y avait un projet dans ce sens. Oui, c'est pour ça que le président américain, oui, c'est pour ça que le président américain va lui donner les documents pour qu'il voyage
malgré qu'à ce moment-là, il y avait le racisme ici aux États-Unis d'Amérique. Il y avait la discrimination, mais il a donné à ces Noirs de dossiers pour qu'il aille voir et puis visiter cet État indépendant du Congo. George Washington Williams, oui. Donc il avait ça, c'est pour cela d'ailleurs que l'Amérique avait assuré que cet État soit créé. Ni était le gouvernement des États-Unis d'Amérique, le territoire Congo n'aurait pas sa grandeur d'aujourd'hui parce que Léopold II n'avait aucune armée, n'avait aucune marine pour qu'il puisse garantir ce territoire-là pour que ça lui appartienne. D'ailleurs, c'est pour cela que quand l'État indépendant du Congo a été créé, Léopold II s'est présenté comme un philanthrope, comme un souverain bénévole, qu'il n'était là que pour investir son argent sans demander des bénéfices pour ça. Il était philanthrope, il était bénévole, mais il voulait seulement assurer que cet État indépendant puisse être respecté et qu'il y ait liberté de voyage, liberté de visite par n'importe qui. Voilà comment le Congo avait et a commencé avec cette grandeur que nous lui connaissons aujourd'hui grâce aux États-Unis d'Amérique qui avaient garanti que personne ne pouvait toucher à ces territoires qui est devenu aujourd'hui le Congo-Zaïre. Ok, qu'on a retiré après au roi Léopold II. Oui, on va lui retirer, on va lui retirer cela quand il a commencé à tuer les Congolais. Maintenant, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, ces pays qui lui avaient donné cette occasion pour qu'il puisse être le représentant ou le bénévole souverain philanthrope au Congo. Quand il a commis tous ces crimes, on lui a dit tu dois abandonner ces territoires. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ça maintenant à la Belgique. C'est pour cela que le Congo est devenu en 1908 le Congo belge, donc une colonie belge. Mais dans l'entretemps, nous les Congolais et les Belges, on ne nous a jamais enseigné cette histoire des crimes que Léopold II avait commis là-bas, ou du fait que c'est les États-Unis d'Amérique qui avaient garanti que le Congo soit aussi grand qu'il est aujourd'hui, parce que Léopold II n'avait pas d'armée, n'avait pas de marine pour assurer que ce territoire-là puisse lui appartenir. Voilà, nous avons parlé, nous avons levé une partie du voile avec le professeur Yalengi, ainsi que la stratégie des Tutsis rwandais en République démocratique du Congo. C'est un condensé, un résumé d'une émission, de 2 émissions que nous avons fait en Lingala, que vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube. Nous vous disons au revoir.